Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Grasshopper Manufacture, la communauté francophone consacrée au studio Grasshopper Manufacture. Aujourd'hui, j'ai la chance immense de recevoir Anthony Fournier, qui est à l'origine du livre L'œuvre de Suda 51, Punk, Suplex et Jeux vidéo, sorti chez Sœur d'édition. Salut Anthony, la forme ? Salut, bah ça va, nickel, écoute. Et toi ? Bah écoute, ça va, je suis ravi de te recevoir. Bah merci, ça me fait super plaisir. D'autant plus que grâce à la gentillesse des gars de chez Sœur, j'ai eu la chance de pouvoir dévorer ton livre en avant-première. Et vous vous en doutez, donc c'est bien évidemment autour de ce bouquin que nous allons échanger, Anthony et moi. Mais pas que, on va aussi parler bien évidemment de Goichi Suda et son illustre studio Grasshopper Manufacture. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ? Anthony, j'ai écrit le bouquin de Death Stranding, Entre les mondes de Death Stranding chez Sœur d'édition. Là sur Suda, avant ça j'ai écrit d'autres trucs sur des blogs, sur des sites, vous m'avez peut-être lu ici ou là, mais honnêtement je pense pas. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, je pense, ouais. Intéressant. Ouais, gros gamer aussi forcément. Ouais, voilà, évidemment, bien sûr. Ouais, tu joues depuis longtemps, j'imagine. Depuis toujours. Ouais, ok. Depuis aussi loin que je me souvienne, ouais. Ouais, c'est ça qui est beau. 36 ans au compteur, donc on peut au moins dire 32 ans de jeu, ouais. Ouais, ok, donc on a à peine quelques années d'écart, on fait clairement partie de la même génération de joueurs. Ouais. Bon allez, question évidente, mais je te la pose quand même. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à écrire ce bouquin ? C'était un projet auquel je pensais depuis longtemps, comme beaucoup de projets de bouquins, c'est le genre de truc qu'on y pense, ce serait bien que ça existe, ce serait bien de faire ceci, ce serait bien de faire cela. Et puis l'occasion s'est présentée en fait, quand j'ai fini d'écrire sur Death Stranding. C'est Sœur qui m'a proposé, qui m'a dit est-ce que ça t'intéresserait comme projet ? Parce que pareil, ça fait... Ah ok, donc c'est d'abord Sœur qui t'a lancé sur le sujet. Ouais, c'est venu d'une décision commune parce que eux, pareil, ça fait un moment que Sœur y pensait. Et puis voilà quoi. Donc ça s'est fait vraiment comme ça. Moi, c'était vraiment un truc auquel je pensais depuis un moment, mais honnêtement, je savais pas si j'en étais capable. Parce que c'est un gros projet, Pourtant, tu t'étais quand même attelé à un gros bébé avec Death Stranding. Ouais, mais c'est différent de traiter juste un jeu, même si c'est Death Stranding et c'est un jeu de Kojima, ok, et puis toute l'œuvre de Grasshopper où c'est littéralement 32 jeux, je crois, je sais plus, un peu plus même, maintenant, avec tous d'un éditeur différent quasiment, avec des équipes qui sont assez variées. C'est jamais, à part les jeux vraiment dirigés par Suda, c'est rarement le même director, c'est rarement la même équipe au corps, etc. Ouais. Donc, oui, c'est vrai que ça peut, dit comme ça peut paraître vertigineux. Ouais, voilà, ça. En fait, je savais même pas comment aborder le projet, quoi. Je me disais, ce serait bien que ça existe, mais j'y pensais, je savais pas comment faire. Écoute, ce que tu me dis là, c'est la parfaite transition pour la question suivante. Comment ça s'est passé en fait ? Comment t'as mené tes recherches ? Est-ce que tu t'es rendu directement au Japon ? Est-ce que ça s'est fait en distanciel ? Ouais, non, je suis pas allé au Japon. J'ai tout fait essentiellement sur les bouquins et sur Internet. Quelques interviews aussi, donc avec Grasshopper Manufacture. Ils ont eu l'extrême gentillesse de nous filer un coup de main là-dessus quand on les a contactés. Et du coup, on a eu quelques interviews, ça s'est super bien passé. Ils sont vraiment adorables. Ouais, donc c'est toi qui t'exprimais directement en japonais ou t'avais un interprète pour... Il y avait des interprètes. Ouais, ok. Les interviews, les questions étaient préparées, etc. Mais vraiment, non, ça s'est vraiment super bien passé. D'accord, ok. Bon, t'as pas trop de regrets justement de pas avoir pu te rendre directement là-bas pour... Si, forcément, bien sûr. Ça, c'est toujours quelque chose que j'espère faire un jour. Bon, là, pour l'instant, à la fois dans ma vie, c'était pas possible. Ni côté finance, ni côté pratique, quoi, on va dire. Donc c'était pas jouable, mais si un jour si c'est faisable, au contraire avec grand plaisir. Ouais, tu pourras faire une version 2.0 avec tout ce qui se passera après l'affaire NetEase. Exactement. Oh putain, ouais.
On a appris ça genre cette semaine littéralement. Ouais, bah j'ai prévu, on en parlera un petit peu plus tard. Et du coup, par rapport à ces interviews, est-ce qu'ils t'ont permis malgré tout d'avoir accès à des sources inédites, ou c'est vraiment resté très factuel sur la carrière en fait et du studio et de Goichi Suda? Bah on n'a pas eu de gros reveal. Ouais. Donc ça pour le coup je pense que t'es mieux informé que moi là-dessus. Mais par contre en termes d'interview ils ont été hyper ouverts. On a eu pas mal de petites anecdotes qui sont peu ou pas connues. Ouais. Leurs réponses étaient plus complètes que ce que j'aurais espéré en fait. Parce que je posais des questions un peu genre ce que moi j'aurais aimé savoir par rapport à ce qui était un peu encore obscur, et pour leur coup leurs réponses ont vraiment été géniales là-dessus. Donc là-dessus ils ont vraiment été cool, mais il n'y a pas eu de gros insiders. Ouais, ok, ouais, il reste discret. Ok, c'est ça, il reste très discret, il reste là-dessus. Bon après c'est normal aussi. Oui, non mais je comprends, carrément quoi. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières justement dans le process de l'écriture, ou même par rapport à ces interviews? Mais visiblement tu me dis que les interviews en tout cas se sont très bien passées. Ça fait... Faut que j'y réfléchisse un peu, ça fait 4 ans que j'ai commencé ce projet. Ah ouais, ça fait 4 ans, ok. ouais. Du coup ça commence à remonter, mais non, j'ai pas eu de problème particulier à m'y mettre, enfin en tout cas je m'en souviens pas. Ouais, d'accord, ok. J'ai juste, en fait je suis parti du même process que pour Death Stranding, c'est-à-dire d'abord les recherches, une longue phase de recherche, de planification, et puis une fois que je me sentais prêt, on déroule et puis on y va quoi. Du coup l'écriture a pas forcément posé de problème, par contre les recherches étaient parfois plus compliquées. Parce que c'est quand même un studio qui a encore beaucoup de jeux qui sont coincés au Japon ou en japonais, ou qui sont peu accessibles. Typiquement les Twilight Moonlight Syndrome. Ouais, tout ça. Heureusement qu'il y a les fantrad qui arrivent progressivement. Voilà, il y a les fantrad qui arrivent, et quand je faisais des recherches, elles n'existaient même pas encore, ces projets de fantrad. Tout ça, c'est des projets qui sont arrivés au cours des dernières années, heureusement. Il y a une très très grosse scène de fantrad qui s'est développée depuis le Covid, et il y a énormément de jeux en japonais qui commencent à être traduits maintenant, c'est vraiment super. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Mais du coup, tout ça n'existait pas du tout. Flower Sun and Rain, pareil, il est encore coincé sur DS pour la version anglaise. Du coup, moi je voulais quand même faire la version PS2. Oui, qui est bien en plus, hein, franchement. Enfin, je l'ai fait un peu à l'aveuglette, vu que j'ai de très petites notions de japonais, mais elle est vraiment propre. J'ai fini par la faire en doublé avec la version DS à côté, vu que c'est un peu du 1 pour 1, ça se fait bien. Ouais, carrément. Blood Plus, pareil, il est toujours en japonais. Ouais, pareil, il y a une version sous-titrée, enfin, t'as des vidéos qui tournent sur YouTube, sur Blood Plus. C'est ça, ouais. Là pour le coup, lui je l'ai fait en japonais, et puis je me suis débrouillé comme j'ai pu. Après il y a eu Frog Minute qui était pas encore jouable à ce moment-là. Oui, voilà, parce que c'est tout récent ça d'ailleurs, Frog Minute, c'est tout récent, la récup. Ça peut-être 2 ans je crois, même pas. Ouais. L'émulateur Android et surtout la récup du jeu. Et puis au-delà des jeux qui n'étaient pas forcément accessibles, il y a le fait aussi que énormément de recherches étaient juste en full japonais. Parce qu'on a beaucoup d'interviews sur Suda en anglais. Mais sur les autres membres du studio et sur plein d'autres aspects, beaucoup moins. Ouais, c'est compliqué, ouais. C'est ça, sans parler des artbooks aussi, tous les bouquins, l'essentiel, à part le livre de Pix and Love qu'on a ici, ouais. L'essentiel des livres sur Suda, c'est quand même beaucoup en japonais. Ouais, c'est clair, mon grand désarroi, mais... pareil, carrément. Et du coup, c'était plus compliqué, on va dire, du côté des recherches, mais une fois que tout était fait, l'écriture, ça a été plutôt nickel, je trouve. Ouais, en fait, c'est plus le manque de localisation des jeux qui t'a posé problème plus qu'autre chose. C'est vraiment le côté beaucoup de jeux, beaucoup de sources à trouver. Ouais. Parce que beaucoup de jeux, du coup, faut trouver à chaque fois les interviews spécifiques à ces jeux-là, les directors. Je pense notamment tout bêtement aux 3 directors de Fatal Frame, où le développement a l'air d'avoir été un bordel sans nom. Un parmi tant d'autres. Voilà, un parmi tant d'autres. et du coup, il a fallu démêler un peu ce que tout le monde disait, trouver les bonnes sources.
Ouais, surtout que Suda c'est le pro pour balancer une info, et tout son contraire lors de l'interview suivante. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un mec on va dire, qui est génial niveau com, parce que vraiment, si tu veux avoir des réponses avec lui, il n'y a pas de problème. C'est pas forcément le genre à donner une langue de bois, comme beaucoup de développeurs japonais peuvent le faire. J'ai même été surpris parce que c'est pas le mec, comme beaucoup de directors, qui va essayer de tirer la couverture sur lui. Si c'est pas lui qui a fait le jeu, il va le dire directement, genre pour Black Knight Sword, typiquement pour No More Heroes 2, pour tout ça. Enfin voilà, il essaye pas de dire. Je sais qu'il y a beaucoup de développeurs japonais, bon bah voilà, après ça fait partie de la culture de l'entreprise là-bas, où vraiment ils vont parler même des jeux qu'ils ont produits, comme de leurs jeux, alors que c'est pas les directors, c'est pas les... Ouais, c'est pas le genre de Suda. C'est ça, Suda c'est pas du tout le cas, et pour le coup c'était aussi un aspect que je voulais mettre en avant dans mon livre. C'était, Suda c'est un très grand artiste, c'est un très grand director, c'est un très très grand développeur, producteur, etc. Enfin voilà, on va pas refaire le bouquin, on va pas refaire sa vie, mais il y a toute une équipe autour de lui qui sont aussi talentueux, et je voulais mettre en avant cette équipe autant que lui-même. Et c'est réussi car on a toujours ce réflexe de parler de Suda51 comme étant le maître à penser de tous les jeux du studio, et quelque part à juste titre, hein, car il a l'origine de Grasshopper, mais il faut pas oublier tout le staff qui bosse dans l'ombre, et ça ton bouquin le met bien en lumière. Tu sens que Suda c'est aussi un tremplin pour ces gens-là. Ouais, c'est ça, pour moi c'est vraiment le matchmaker, quoi. C'est vraiment le mec qui prend tous les talents qu'il aime, et qui arrive à faire le chef d'orchestre et à coordonner le tout. Alors après, ça veut pas dire vraiment, enfin, comme tu dis, il a créé beaucoup de jeux, il a dirigé beaucoup de jeux, et pour le coup, c'est mes préférés, quoi. C'est Killer 7, c'est Travis Strikes Again, c'est No More Heroes évidemment, Flower, Sun and Rain, Silver Case, enfin voilà. Mais tous les autres jeux dont on parle moins chez Grasshopper, généralement, ou même des jeux où il a juste écrit le scénario comme Liberation Maiden et Short Peace, ou des trucs comme ça, on a tendance à les appeler des jeux de Suda, comme on dit des jeux de Kojima, même si bon, pour le coup Kojima, à part Boktai et quelques autres, il a vraiment tout dirigé, quoi. On a tendance à toujours mettre le nom en avant du producteur, de la tête du studio, parce que c'est le nom qui fait vendre, tout simplement. Mais c'est pas lui qui dirigeait, et il avait beau, quand tu lis les interviews, il a beau le dire et le répéter, il fait c'est pas mes jeux, c'est pas moi qui ai dirigé tout ça, le nom reste en fait. Même Let It Die, il y a encore énormément de gens qui disent que c'est un jeu de Suda, alors que dessus il était là, quoi, il était dans la pièce, mais c'est tout. Ouais, exactement. Il donnait des idées, bon voilà, il participait aux discussions, mais je me souviens vraiment d'interviews de Let It Die où il disait moi je suis juste un employé comme un autre, hein, sur le projet, c'est Hideyuki Shin qui dirige, voilà. Et c'était vraiment cet aspect que je voulais mettre en avant, mais en même temps, ce côté chef d'orchestre de Suda, il est très présent, il est là, c'est grâce à ça que son studio a réussi à survivre depuis 25 ans maintenant, un peu plus de 25 ans. Et c'est une qualité qui n'est pas à dévaluer du tout, qui est très importante, Ouais, en tant que producteur, en tant que créateur de jeux, mais qui est bien à distinguer aussi du poste de director qu'on lui attache très souvent. Ouais, et on le ressent bien en tout cas dans ton bouquin, hein. Franchement c'est super bien amené. Bah merci, au moins j'ai réussi ça, y a pas de... c'est cool. Que d'ailleurs ça me permet d'enchaîner, parce que comme tu l'as dit un peu plus tôt, c'est le second livre en tout cas qui paraît en France au sujet de Goichi Suda. Donc le premier avait été rédigé par Florent Gorge et Mehdi Zourgani chez Pix & Love. Est-ce que ça a été compliqué de l'aborder en fait, d'aborder le parcours de Suda sous un autre angle? Je spoil un peu, je trouve que c'est le cas. Je trouve que vraiment les deux ouvrages se complètent bien. T'as réussi à prendre un angle qui est pas abordé en tout cas dans l'œuvre de chez Pix & Love. Donc est-ce que t'avais eu pas la pression, mais voilà, cette volonté quand même d'essayer de t'en détacher le plus possible? Alors la pression, non, parce que à un moment, je vais pas... ça sert à rien d'ignorer que le bouquin a été fait avant, et ça sert à rien d'entrer en rivalité non plus. Donc je me suis dit, bon, je vais me baser dessus. De toute façon, ils ont fait un excellent taf. Ils avaient les accès, ils avaient Suda, etc. Ils ont fait un excellent taf sur toute la vie de Suda. C'est quasiment un truc qui a jamais été, même encore aujourd'hui, qui a jamais été raconté ailleurs, toute sa jeunesse, qui est dans ce livre. Et je me suis dit, ça sert à rien d'essayer d'inventer des sources qui n'existent pas, je vais me baser là-dessus.
Le travail était déjà excellent, donc là-dessus je me suis dit bon ok. Je crois que l'essentiel de mes sources sur la jeunesse de Suda, ça vient de là, de quelques interviews en japonais et de son deuxième artbook, Grasshopper Works, Human Works. Et mon but, c'était à la fois d'aborder ça d'un angle différent, Ouais. en apportant peut-être une lumière sur des jeux que eux avaient moins traités, en apportant d'autres éléments sur des jeux dont ils avaient parlé, mais dont ils parlaient pas de cette manière-là. Genre, je pense notamment à Contact et à Michigan, qui sont, à mes yeux, toujours des jeux de Akira Ueda, plus que de Grasshopper ou autre. Et le bouquin de Pix and Love en parlait énormément, mais davantage du point de vue de Suda, à mes yeux. Et du coup, je me suis dit, ils ont fait ce taf-là, qu'est-ce que je peux apporter de complémentaire, qu'est-ce que je peux apporter d'autre, de différent. Et puis voilà, après j'ai essayé d'articuler ça comme ça, en essayant évidemment de pas répéter bêtement, parce que ça sera encore moins. Non, bien sûr. Mais justement d'apporter des informations que eux n'avaient pas à l'époque aussi, parce que le jeu vidéo c'est une industrie qui bouge très très vite, où les livres sont très rapidement, il suffit d'une interview pour que des bouts entiers de livres soient d'un coup plus forcément d'actualité. Ou vraiment de rien. Je repense à Death Stranding, où littéralement mon livre est sorti peut-être genre un mois avant la Director's Cut. Donc voilà, bon, là tu te dis merde. Et donc du coup, voilà, le jeu vidéo c'est vraiment une industrie qui évolue très très vite, où les informations évoluent en permanence. Il y avait beaucoup d'informations quand le livre de Pix and Love est sorti en, je crois, 2017 ou 2018, quelque chose comme ça. Je crois que c'était dans ces eaux-là, qu'on n'avait pas, qu'on a eu ensuite, parce que la langue de Suda c'est quand même bien délié après Let It Die, et notamment après Travis Strikes Again. Celle d'autres personnes comme Mikami, c'est encore plus délié sur certains chapitres de la vie de Grasshopper. Et du coup, voilà, c'était intéressant d'avoir toutes ces nouvelles infos et de voir comment on pouvait, avec elle, apporter un autre regard rétrospectivement sur les anciens jeux du studio. Ok. Et parmi les échanges que tu as pu avoir pour glaner des infos, est-ce que tu as eu l'occasion de t'entretenir avec James Montaigne, qui pour info, donc c'est l'actuel community manager de Grasshopper, et qui a notamment aussi bossé sur la localisation de Silver Case en Occident. Donc voilà, est-ce que tu as eu l'occasion aussi de t'entretenir avec lui ? Il était présent pour les interviews. Alors c'est plus Third qui a échangé avec lui que moi. Moi, à part pendant les interviews, on n'a quasiment pas parlé, mais pour le coup, il a vraiment été génial. Ouais, parce que j'ai vraiment la sensation, tu sais, qu'il a amené cette ouverture du studio. C'est un studio qui est beaucoup plus transparent. Ouais, là je suis d'accord. Alors, il y a effectivement des revers, on a pu le voir sur les réseaux, des gens qui s'incrustaient un peu. Ouais, ça c'est l'autre problème. Après, ça c'est pas un problème qui est imputable ni à James ni à Grasshopper, hein, c'est vraiment les gens. C'est les gens qui savent pas se tenir, hein, on va dire. Mais c'est vrai que pour le coup, James, et puis Maddy aussi. Très cool, Maddy, très sympa. Les deux CM de Grasshopper, pour le coup, depuis que Grasshopper s'est détaché de Gungo, leur visage a complètement changé depuis la sortie de Travis Strikes Again, en fait. Ils ont vraiment retapé de fond en comble leur image publique, leur chaîne YouTube, les projets autour des remasters, tout ça. Il y a vraiment eu une grosse entreprise, à la fois de rapprochement vis-à-vis des communautés de fans, d'ouverture vis-à-vis des infos, et d'accessibilité tout simplement, qui rend tout beaucoup plus facile. Et pour le coup, ils sont tellement agréables, tellement abordables en fait, tellement accessibles, on va dire, que de ce point de vue-là, c'est hyper cool, parce que tu peux avoir des infos de première main, et puis ils sont vraiment chill, quoi. Ils prennent pas la tête. Ils sont nature. Et ça, là-dessus, ça fait vraiment plaisir. Après, voilà, comme tu dis, le revers de la médaille, c'est que les gens se sentent peut-être un peu trop libres de faire ce qu'ils veulent, malheureusement. Ouais, clairement. C'est dommage, parce que ça fait tellement plaisir, cette ouverture et cette transparence. Ouais. Parce que si on m'avait dit ça à l'époque où j'ai découvert Killer 7, je pense que j'aurais halluciné. Ouais. Bon, après, Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, etc. Mais c'est quand même dingue, en fait, d'avoir un studio comme ça aussi... aussi ouvert. Aussi ouvert, aussi transparent. Aussi transparent, aussi... Non, puis ils ont bien fait les choses. Tu sens vraiment que la forme actuelle du studio, c'est celle qui leur va, en fait.
et sur laquelle il compte, j'imagine, capitaliser pour les prochaines années. Ouais, clairement. Mais ça fait vraiment plaisir, et pour le coup, ouais, ils font vraiment un super taf. James fait un super taf, et ouais, c'était vraiment, vraiment cool là-dessus. Ok. Alors, si tu veux bien, j'aimerais qu'on entre un peu plus dans les détails du livre, mais bon, j'ai quand même efforcé de rester évasif pour pas spoiler les nombreuses surprises qu'il contient. Donc c'est de notoriété publique, grâce au Power Manufacture brise très souvent le quatrième mur dans ses jeux, donc c'est un procédé qui est devenu très commun aujourd'hui, mais qui était plus rare à l'époque. Et en ce qui me concerne, j'étais agréablement surpris de trouver dans ton livre ce même procédé, avec des ajouts d'écrits, de dossiers, de faux articles de journaux, etc., donc qui entrecoupent les différents chapitres. Est-ce qu'on t'a soufflé l'idée chez Third, ou est-ce que ça vient tout simplement du fan qui sommeille en toi ? Non, ça c'était mon idée. Ouais, ok. Alors après, on en a discuté avec Third de mémoire, encore une fois, c'était il y a 4 ans. On en a discuté pour savoir les trucs qui étaient plus ou moins judicieux de faire, parce qu'évidemment, on peut pas tout faire non plus dans ce format-là. Dans ce que je pouvais faire dans les limites du possible, jeu par jeu, quoi. Mais non, c'était mon idée parce qu'en fait, à la base, les livres sur d'édition, c'est toujours la partie création, univers, décryptage, même si maintenant leur forme a quand même pas mal évolué. Il y a beaucoup de livres qui brisent davantage cette forme et qui essaient de faire autre chose. Et justement, je me suis dit, plutôt que d'essayer de raconter l'histoire des jeux Grasshopper, alors il faut que ça reste accessible aussi, évidemment. Oui, aux néophytes, aux néophytes, voilà, pour les gens dont c'est le premier livre sur Suda, sur Grasshopper, pour les gens qui connaissent pas forcément les jeux de Grasshopper, d'autant plus qu'encore une fois leurs jeux sont pas forcément accessibles, sont quand même, même si aujourd'hui on a, j'ai l'impression, plus de gens qui connaissent Killer 7, Silver Case, etc. grâce au remaster. Ça reste quand même des jeux de niche, faut pas oublier non plus. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, je peux permettre une petite parenthèse, on peut quand même le rappeler, c'est un bouquin qui est tout à fait accessible en fait aux gens qui ne connaissent pas ni Goichi Suda, ni le studio. Je trouve que c'est quand même important de le rappeler, parce que tout est très bien expliqué, et voilà, faut pas partir du principe que c'est juste pour les gens ultra calés, les fans hardcore. Ouais, voilà, en fait, j'ai vraiment essayé de faire cet entre-deux. Où faut que ça délivre quand même des infos assez pointues, mais il faut que ça reste très accessible. Et du coup, je me suis dit, dans ce cadre-là, ça sert à rien d'essayer de raconter l'histoire jeu par jeu de chaque jeu. Déjà parce qu'il y a certains jeux, je pense à 25th Sword ou Killer 7, où c'est très compliqué de raconter l'histoire. Pas juste parce que l'histoire est difficile à comprendre, mais parce qu'il n'y a pas de réponse en fait sur beaucoup de thématiques du jeu. Il y a juste beaucoup de pistes qui sont laissées à l'appréciation du joueur façon Lynch un peu. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui reste de l'ordre de l'univers, mais qui soit pas juste raconter l'histoire. Et je me suis dit, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire pour chaque jeu, plutôt qu'un paragraphe qui raconte l'histoire, une espèce de forme un peu spéciale, où je raconte des détails sur le jeu qui sont pas forcément des détails des jeux, mais qui sont des trucs périphériques. Qui se base sur l'univers des jeux pour raconter quelque chose d'autre. Et là-dessus, je me suis totalement inspiré de Masahi Oka pour Silver Case à l'époque. Non, pas pour Silver Case, pour Moonlight Syndrome, qui avait rédigé son guide en écrivant chaque chapitre du point de vue d'un narrateur externe au jeu. Et c'est notamment ça qui avait été repéré par Suda, et qu'ils avaient amené à se rencontrer pour écrire la partie de Tokyo sur Silver Case. Ouais, l'écriture à 4 mains, ouais. Voilà. Et du coup, je me suis basé là-dessus, sur cette idée-là de Moonlight Syndrome que Masahi Oka avait eue. Et je me suis dit, je vais essayer de faire un peu la même chose, à mon niveau, bien sûr, parce que je suis loin d'avoir, on va dire, les capacités d'écriture, à mon sens, de Oka. Non, mais sois pas modeste. Franchement, l'écriture est top, et le contenu, il est tout autant. Je pense au Santa Destroy Guide Tour, où tu balances des infos méta vraiment stylées, comme le futur podcast de Travis et Bishop qui fait allusion à No More Heroes 3. Non, vraiment, ce sont de superbes idées, et j'ai hâte que les lecteurs le découvrent comme moi. Merci. Mais voilà, je me suis basé sur ce que Oka avait fait, je me suis basé sur aussi toutes les petites nouvelles, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi énormément d'œuvres périphériques de Suda. Je pense à Red Blue Green par rapport
à toutes ces nouvelles, aux nouvelles Ouais, Killer is Killer is Dead, Dead. Ouais, tout à fait, ouais. qui racontèrent les prémices de Batman, etc. De Batman, du coup, à l'époque. Euh, et je me suis vraiment basé sur tout ça, sur le fait de me dire, bon, on va faire un truc périphérique, Ouais. qui se base énormément sur, parce que il s'agissait pas de raconter des conneries non plus, donc il fallait que ça se base sur l'univers des jeux, sur les éléments le plus exact possible de l'univers des jeux. Notamment pour Santa Destroy, comme tu le dis, j'ai essayé de me baser sur où est-ce que c'est situé en Californie, du coup, où est-ce que ça devait en être au moment, à certaines époques de l'histoire, etc. Le fait que ce soit à la frontière mexicaine, le rapport au lucha, etc. Bon, il fallait bien Ouais, ouais. que j'essaye d'inscrire ça, on va dire, dans le contexte américain réel. Et puis voilà, je suis parti là-dessus, et puis après j'ai essayé de dérouler du mieux que j'ai pu, quoi. Ouais, franchement, c'est réussi, hein. Ça Merci. donne un aspect aussi ludique qu'instructif. Et puis, comme j'ai dit plus tôt, hein, péter le 4ème mur, c'est tellement une marque de fabrique du studio. Marre de péter tous tes outils lorsque tu tentes de briser le 4ème mur? Rends-toi chez Dr Naomi et achète le Beam Marteau Mark II. Son laser inoxydable te permettra de briser tous les 4ème murs, sans exception. Sa poignée ergonomique est si bien conçue que même les gringalets se sentent comme des super-héros sans jamais ressentir le moindre poids. De plus, il existe une édition limitée pour les premiers acheteurs aux couleurs du sponsor. Alors dépêchez-vous. Alors je sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, c'est après avoir joué à Killer 7 que j'ai commencé à m'intéresser aux directors, aux concepteurs de jeux. Avant, tu vois, j'allais dans ma boutique de jeux, j'achetais mon jeu, je le défonçais, et hop, je passais à autre chose. Avec Killer 7 et encore plus avec No More Heroes, car les magazines de l'époque le vendaient comme le jeu justement du créateur de Killer 7, c'est là que je me suis vraiment plongé dans l'envers du décor, et c'est là qu'est vraiment née ma passion pour Goichi Suda, que je trouve à part dans le paysage jeu vidéo ludique. Selon toi, qu'est-ce qui le distingue justement des autres figures du jeu vidéo ? Je te dirais que il y a une phrase que j'ai parfois employée, qui est que à mes yeux, Suda, c'est Kojima qui serait pas resté indépendant, qui serait pas resté chez Konami. Genre Kojima, mais qui serait barré de chez Konami en 95 après Police Note, et qui aurait du coup jamais fait Metal Gear Solid, parce que ce que je retrouve chez les deux créateurs, du coup, c'est justement cette audace, cette envie de, comme de toute façon tous les développeurs ont, de créer quelque chose qui n'a jamais été fait, qui a jamais été vu, pas forcément quelque chose qui va redéfinir le jeu vidéo, qui va le révolutionner à chaque fois, mais juste quelque chose qui va utiliser le médium d'une manière différente, d'une manière personnelle, pour donner au jeu et pour donner aux joueurs surtout un autre goût. Et ça, Suda l'a eu dès le début. Il a toujours eu cette envie de faire des jeux que personne n'a jamais vu avant, mais des jeux qui parlent aux joueurs parce qu'ils sont extrêmement personnels, ce qu'on appelle aujourd'hui des jeux d'auteur dans le jeu indépendant. Tout ça, c'est des trucs qu'il avait en lui dès le départ, en fait, que d'autres développeurs japonais de l'époque avaient aussi. Je pense aux développeurs de Love the Leak qui avaient fait Moon Remix RPG. Ouais. Je pense à Kenji Ino aussi, évidemment, mais ce qui distingue Suda, c'est que justement du fait qu'il a jamais eu quasiment d'attache à un éditeur, qu'il a jamais eu d'attache à une licence aussi, il a toujours pu se réinventer, il a toujours pu faire ce qu'il voulait en fait. Et c'est peut-être ça qui le distingue plus que sa propre audace, c'est cette liberté. Ce côté où il n'était pas tenu, comme Kojima, de faire sans cesse des Metal Gear, parce que Kojima, il aurait bien aimé faire d'autres licences, on le sait, mais il est resté attaché à Metal Gear parce que quand t'es un développeur à succès d'une licence chez un éditeur au Japon, t'es attaché à cette licence jusqu'à la fin de tes jours. Pour le meilleur et pour le pire, quoi. Voilà, c'est ça, et le seul moyen de t'en détacher, c'est de partir, hein. On l'a vu avec Mikami et Resident Evil, on l'a vu avec Kamiya et Devil May Cry, on l'a vu chez tous les éditeurs, tous les gros éditeurs japonais. Ouais. On l'a vu avec Sega, on l'a vu avec Nagoshi encore qui est parti aussi chez NetEase après Yakuza. Donc voilà, c'est vraiment une récurrence.
Et Suda a jamais eu ça en fait. Suda, il a toujours été, quand il fait une suite à Silver Case, c'est parce qu'il en a envie. Quand il fait une suite à No More Heroes, c'est parce qu'il en a envie. Et quand il a fait No More Heroes 2, il a pas fait No More Heroes 2, il a juste dit à ses potes au studio, allez-y, faites-le, pour ce temps-là, je vais faire autre chose. Il supervisait, mais voilà, c'est pas lui qui l'a dirigé. Et ça se ressent d'ailleurs pas mal dans l'écriture de No More Heroes 2, je trouve. Oui, c'est clair, ouais. À plein de niveaux, je sais qu'il y a des gens à qui ça déplaît, il y en a d'autres à qui ça plaît, voilà. Mais voilà, pour moi, vraiment, ce qui distingue Suda, c'est ce mélange. C'était vraiment le parfait timing pour lui. Après, il le cherchait aussi et il l'a voulu, et il a réussi à très très bien le mener. Mais c'est ce mélange d'audace créative que énormément de développeurs ont, mais aussi la liberté d'avoir pu l'exécuter, et surtout peut-être l'humilité, mais c'est peut-être pas l'humilité, c'est peut-être plutôt l'intelligence d'être resté petit. Parce que il a très vite compris que cette liberté, elle avait un coût aussi, et que pour rester libre, il fallait pas rapporter trop d'argent. Alors pas dans le sens, je veux pas dire qu'il voulait que ces jeux aient une portée limitée, bien sûr c'est pas le cas. Au contraire, puisqu'il y a eu toute la phase Shadow of the Dam, Lollipop Chainsaw, Killer is Dead, où les jeux ont été de plus en plus gros, les projets aussi, les équipes aussi. Mais c'est aussi un vrai problème de développeur, qui est que plus ton équipe est grosse, plus ton jeu est gros, plus ton scope est gros, plus tes ambitions sont grosses, plus t'as de responsabilités et de gens à gérer, moins tu peux te permettre de choses, parce qu'il faut que le jeu soit rentable, et parce que t'as moins de contrôle créatif sur des grosses équipes, tout simplement. C'est difficile de garder un œil sur tout quand tu gères des équipes aussi grosses. C'est difficile de garder un œil sur tout quand c'est pas toi qui gères les budgets et que t'as Warner ou Electronic Arts ou Kadokawa derrière qui te dit il faut qu'il y ait ça dans le jeu, il faut qu'il y ait ça dans le jeu, il faut qu'il y ait ça dans le jeu. Et du coup, je pense que le troisième ingrédient vraiment de ce qui fait de Suda la personnalité qu'il est, c'est cette capacité à avoir toujours voulu faire des petits projets, certes avec des portées très réduites en termes de public qu'il pouvait atteindre, mais où il faisait vraiment ce qu'il voulait. Ouais, en fait, finalement, son seul frein, c'est les autres. Parce on le ressent aussi dans le livre où, voilà, c'est un peu les autres. Et à juste titre, je pense à Shinji Mikami qui essayait quand même un petit peu de le canaliser, parce que tu sens quand même que le gars, c'est un électron libre. Mais il y a aussi le frein négatif qui est tout ce qui a pu se passer avec Electronic Arts et les moultes dérives sur Shadow of the Damned qui ne devait pas être le jeu qu'il est aujourd'hui. Ouais. Mais effectivement, je suis d'accord, pour la liberté, clairement. Après, dans le cadre de Killer 7, on va dire de ces deux collaborations avec Mikami, Killer 7 et Shadow of the Damned, il y a aussi ce côté où c'est intéressant parce qu'ils ont une très très bonne entente, Mikami et Suda. Tu sens que Mikami, c'était vraiment le producteur qu'il lui fallait, parce que on a toujours ce débat entre art vs production et le produit de divertissement culturel qui est le jeu vidéo et le côté artistique du jeu vidéo qui fait que, de toute façon, le cinéma aussi là, avec les blockbusters et les films d'auteur, c'est toujours une question qui revient. Et il y a aussi cette vérité qui est que même un développeur artiste, s'il n'a pas de producteur derrière pour le pousser à sortir son jeu, ou pour lui mettre des limites, pour lui mettre des deadlines, pour lui mettre tout ça, c'est pareil pour tout, c'est pareil pour les livres, c'est pareil pour tout. S'il n'y a pas quelqu'un pour dire à un moment stop, là il faut que ça avance, il y a énormément de créateurs, énormément d'artistes qui sortiraient jamais rien parce qu'ils continueraient toujours à bosser sur leur jeu jusqu'à la ruine. Et Mikami a été très bon là-dessus, je trouve. Même si aujourd'hui il y a énormément de gens qui regrettent que Killer 7 ait été autant tronqué. Suda a beau dire que c'est son jeu parfait, que c'est le jeu dont il est le plus fier, etc. On sait qu'il y a énormément de contenu qui a été coupé. Ouais, c'est très perceptible, notamment dans son bouquin Ending Killer 7, qui révèle toutes les possibilités scénaristiques qu'aurait pu être le jeu. Et le rôle de Mikami a été essentiel là-dessus parce que il a vraiment fait le tampon entre Suda et Capcom. Et il a dit à Suda, ouais c'est bien, mais juste là ce que t'as fait c'est bien pour 5 jeux, quoi, c'est pas bien pour 1. Ouais. Et, du coup faut couper.
et c'était nécessaire. C'est aussi vraiment le rôle de Mikami fait de Killer 7 ce que le jeu est. Et c'est important vraiment d'avoir cette distinction entre créateur et producteur, mais c'est important aussi de reconnaître la qualité du producteur. Parce qu'il y en a tellement qui sont des enfoirés. Il y en a tellement qui sont des enfoirés que quand il y en a un bon, faut le reconnaître aussi. Et justement, sur Shadow of the Dam, c'est un peu l'inverse qui s'est passé, c'est que Suda et Mikami ont vraiment fait tout ce qu'ils ont pu, et Mikami faisait aussi tout ce qu'il pouvait parce qu'il avait une meilleure relation avec les développeurs occidentaux, avec les éditeurs occidentaux, que Suda, pour qui c'était un peu son premier contact avec le grand bain. Et il a vraiment fait tout ce qu'il a pu pour garder le projet intact et pour garder la vision de Suda intacte. Après, quand t'as un rouleau compresseur comme Electronic Arts derrière... Ouais, je pense que c'est dur quand même de... Voilà. tu t'inclines forcément, ouais. C'est ça, il y a des concessions qui ont été faites. Je doute pas qu'il y ait des concessions qui aient aussi été faites du côté d'Electronic Arts avant qu'ils décident d'en avoir plus rien à foutre. Ouais. Mais clairement, il y a beaucoup de concessions qui ont été faites du côté de Grasshopper et voilà quoi. Après, cette qualité de... Enfin, là pour le coup, on a vraiment les deux exemples. Killer 7, c'est le cas d'une production très contrôlée par son producteur, mais où ça se passe bien. Et Shadow of the Dam, c'est une production qui est très contrôlée par son producteur, où ça se passe pas bien. Ouais, c'est clair, ça a marqué... d'ailleurs, on l'a vu, dans Travis Strikes Again, tous les tacles à Electronic Arts. Oui, voilà, c'est ça. Et j'en passe. Ouais. Et je vais rebondir sur un truc que t'as dit. Donc Mikami, il était un peu là pour... effectivement, voilà, pour recadrer, pour lui dire à Goichi Suda, là, ce que t'as pondu, c'est pour 5 jeux. Est-ce que tu avais un Mikami chez Sword Edition durant ton process d'écriture qui te dirait, et là, mec... qui te disait, tu vas trop loin. Ouais. Il y a toujours quelqu'un un relecteur, un superviseur, un assistant de relecture, n'importe. Puis après, je discutais aussi pas mal avec d'autres auteurs de Third et autrices, à la fois pour le côté motivation et à la fois pour le côté quand on a un problème, c'est bien de pouvoir en parler pour savoir si on dit de la merde, si on va trop loin, si c'est des problèmes d'auteur, c'est savoir quelle partie à quel moment on écrit pour nous, à quel moment on écrit pour les autres et à quel moment on va trop loin dans notre raisonnement vis-à-vis, parce qu'on peut partir des fois dans des directions qui sont totalement tirées par les cheveux. C'est important de pas d'avoir beaucoup de rigueur dans les recherches et de pas trop fantasmer des réponses qu'on voudrait vraies mais qui parfois ne le sont pas aussi, notamment quand on recherche qui est-ce qui est responsable de Killer is Dead par exemple, du contenu de Killer is Dead. C'est important de se dire là par exemple faut juste admettre, même s'il y a des jeux que t'aimes ou que t'aimes pas, faut juste admettre que des fois c'est de la faute du director, c'est de la faute de Suda, c'est de la faute, c'est pas que le producteur, et c'est important de pas atténuer ça aussi, ouais. Juste parce que t'aimes bien Hideo Kishin ou t'aimes bien Suda ou t'aimes bien Grasshopper. Et pour le coup, le cadre, le rôle de mon lecteur là-dessus a été essentiel parce que chez Third, ils sont vraiment super accessibles aussi là-dessus. Vraiment, si t'as la moindre question, si t'as le moindre problème, si t'as le moindre tout ça, ils sont à l'écoute. Il y a beaucoup de conversations qui ont été faites là-dessus. Et ça a été vraiment un effort de collaboration. Et j'ai clairement eu un Mikami chez Third qui parfois me disait non, ça va pas, clairement, faut que tu coupes, ça faut le réécrire parce que ça marche pas. Ok. Là faut avancer plus vite, cette partie là c'est bien mais il manque tel aspect, ou juste t'y as pas pensé, ou parce que ça arrive aussi, il y a tellement d'aspects à traiter de la vie de Suda et puis surtout de sa manière de procéder que c'est parfois difficile de penser à tout, et puis il y a juste des aspects de réflexion auxquels on pense pas forcément. On a tous nos sensibilités, il y a forcément des aspects de sa créativité qui nous parlent plus que d'autres. Et oui, du coup, il y avait aussi des fois où c'est des longues discussions et des longs débats sur ce qui fait tel ou tel jeu, sur est-ce que No More Heroes 2 est plutôt un jeu de Nobutaka Ichiki ou plutôt un jeu de Suda.
est-ce que tel jeu, je vais dire un truc genre, est-ce que Short Piste, ça vaut vraiment le coup d'en parler par rapport à Samurai Champloo, enfin voilà, c'était ce genre de discussion. Ouais. Quelle place on alloue à telle et telle chose, et puis surtout respecter les deadlines, évidemment. Oui, bah ça, ouais. Ouais, donc, ça reste un taf, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment eu beaucoup de conversations, beaucoup de débats, beaucoup de supervision. J'ai eu un Mikami, mais pour le coup, ça a été un cas à la Killer 7 où ça a été une entente parfaite. Pour du bien, ouais. Voilà, c'est ça. Ça a été que du positif. De toute façon, ils sont aussi, c'est dans l'intérêt de personne de s'embrouiller, hein. Et en tant qu'auteur, c'est bien d'avoir aussi quelqu'un justement pour cadrer. Ouais, bah je me doute. Et pour nous dire quand est-ce qu'on va trop loin ou quand est-ce qu'on va pas assez loin. Et pour le coup, ça m'a vraiment aidé à mieux cerner le projet, à mieux cerner mon écriture. Je trouve personnellement que ça m'aide au niveau rédaction, au niveau écriture, à être meilleur. Oui, puis quand t'as le nez en plus dedans, tu vois, des trucs que tu vois pas qui te paraissent à toi évidents et pas forcément pour les autres. Oui, ouais, il y a ça aussi, c'est ça. Quand t'écris sur le même sujet pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, il y a un moment où t'es tellement habitué à relire la même chose, t'es tellement habitué, tu connais tellement les infos que y a des choses que t'oublies, mais qui doivent être remises parce qu'il faut rester accessible, ou il y a des choses que tu répètes parce que tu t'y penses tellement que tu vas les répéter à chaque partie, et c'est là justement que c'est essentiel d'avoir quelqu'un pour te dire là tu te répètes trop, là t'as oublié tel aspect, là ceci, là cela. Mais encore une fois, c'était, ça s'est fait vraiment dans un effort de collaboration qui a été nickel. Ouais. Et je tiens vraiment à les remercier là-dessus parce que je sais que c'est un bouquin qu'ils voulaient faire depuis un moment. C'est un bouquin auquel je pensais aussi. Et quand je l'ai eu, il y a quasiment en même temps que toi, quand j'ai reçu mes exemplaires il y a quelques semaines, on a fait les relectures finales avant impression, etc. J'ai relu mon livre auquel j'avais pas repensé depuis un moment, du coup, parce que y a eu tout le processus de maquette, etc. où tu sais, pendant des mois tu relis pas, quoi. Ouais. Et du coup j'ai pu le réaborder d'un œil neuf et je me suis dit bon, c'est vraiment le livre que je voulais faire. Je sais pas si quand j'y pensais il y a 5 ans, 6 ans, je l'aurais articulé comme ça, mais je sais que là, en le lisant, j'aurais pas pu faire mieux en fait. Il y a certainement d'autres gens qui pourraient faire mieux, il y a certainement d'autres gens qui pourraient faire moins bien, certainement d'autres gens qui feraient très différemment. Il y a énormément d'angles, il y a énormément de choses qu'on n'a pas pu aborder parce qu'il y a aussi la limite de la place. Oui, ça aussi. tu peux faire des bouquins de 2000 pages. Hein. Ouais, c'est clair. Il y a énormément d'autres angles que d'autres personnes avec d'autres sensibilités seraient tout à fait indiquées pour aborder, et j'ai hâte de lire ça, de lire d'autres ouvrages sur Grasshopper et sur Suda, parce que mine de rien, ni Grasshopper ni Suda ne sont morts, donc j'espère qu'il y aura quand même d'autres jeux, d'autres œuvres. Ouais. J'espère que leur vie est loin d'être finie. Ouais, j'espère aussi. Mais moi, en l'état, c'est vraiment le meilleur truc que j'aurais pu écrire sur ce studio, sur ce créateur qui m'accompagne depuis 20 ans maintenant, puisque comme toi, je découvre avec Killer 7. Donc voilà, pour le coup là-dessus, je suis vraiment content parce que c'est vraiment le projet que je voulais voir et que CERN m'a permis de réaliser, quoi. Tu peux être fier, hein, vraiment, je te l'ai déjà dit, hein, moi je me suis régalé, et comme j'ai dit plus tôt, ça passe pour les néophytes, bien évidemment, mais même pour les gros férus du studio, c'est un régal. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça me fait plaisir parce que d'autant plus que ça vienne de toi, parce que t'es quand même une référence là-dessus. Je savais que j'avais un peu d'appréhension parce que le fait que ça vienne de toi, justement, je sais, pour les néophytes, j'ai essayé d'être accessible, pour les gens qui connaissent comment ça va se passer, tout ça. Non, mais je te confirme, c'est réussi. Parce que je ne connais pas tout, hein. J'ai quand même appris pas mal de choses. Et puis même c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais même dans ton style d'écriture, c'est très fluide, c'est très clair. Je pense que ça s'entend, hein, depuis tout à l'heure. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à la lecture. Merci beaucoup. Il y a aussi ce truc.
quand tu dis qu'il y a des trucs que t'as appris, je pense pas que tu les as appris. Alors je vais pas présumer de ce que tu savais ou pas, bien sûr, mais si on jette un œil à la bibliographie, pour le coup, c'est une des plus grosses bibliographies que j'ai faites ever. Ouais, c'est clair. Toutes les refs. Mais en fait, il y a tellement de choses. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il y a tellement de sources en anglais et en japonais, mais il y a surtout tellement d'interviews sur Suda depuis ces 25 dernières années. Il y a eu tellement de choses qui ont été dites sur chacun des jeux par Suda et parfois contredites, parfois par ses développeurs, parfois contredites. On a tellement oublié de choses que c'est... En fait, c'est très facile d'oublier des infos au fur et à mesure qu'elles arrivent. On a tous une mémoire à long terme qui est quand même assez limitée, faut aussi le reconnaître. Il y a beaucoup de choses qui nous restent en tête, mais tous les petits détails, genre typiquement des interviews, on a tendance à les oublier assez rapidement. Et... Alors après, je pensais pas forcément aux infos qui parsèment le bouquin, mais même s'il s'agit d'une partie un peu plus personnelle, je fais référence, et rassurez-vous, aux chers auditeurs, ce n'est pas un spoil, à la seconde partie qui s'intitule Décryptage. C'est une partie qui est un peu plus personnelle, avec beaucoup plus d'analyse et de réflexion, dont certaines que j'avais pas vu venir. Tu vois, en les lisant, je me disais, mais ouais, c'est tellement ça. C'est vraiment une partie que j'ai trouvée intéressante et tu vois, à froid, mais je me demande même si c'est pas la partie que j'ai préférée du bouquin. Ça me fait plaisir parce que c'est toujours la partie sur laquelle je suis le moins assuré en fait. Parce que la partie création, on va dire entre guillemets, c'est juste de la recherche. Du coup, les infos, tu peux juste rapporter les faits en fait une fois que tu les as. Il s'agit d'être rigoureux, d'être précis. Ouais, méthodique. Globalement, voilà, c'est de la méthode. C'est souvent la partie qui m'intéresse le plus aussi parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de diguer. C'est vraiment de trouver les infos, c'est de trouver les interviews, de savoir, ne serait-ce que pour l'archivage et la préservation de l'histoire du jeu vidéo, qui est un aspect auquel je tiens énormément. C'est important d'avoir des traces, des interviews, des choses qui ont été dites, de comment les jeux ont été faits, de tout ça. Donc c'est vraiment la partie qui, moi, m'intéresse le plus à la rédaction, encore une fois, pas forcément en tant que lecteur, mais à la rédaction. Mais par contre, la partie analyse, c'est aussi celle où je suis le moins assuré, justement, parce que ça doit aussi venir de moi, et que, comme je disais dans la manière dont on collabore Sœur et moi sur les bouquins, et j'imagine que c'est pareil, mais différent pour la plupart des auteurs. Il y avait vraiment cet aspect où c'est là que c'est essentiel que quelqu'un me dise non, là tu vas trop loin. Ouais. Ça c'est trop tiré par les cheveux, ça c'est un peu limite. Et puis au contraire, il y a d'autres moments où justement, comme tu dis, j'arrive à mettre le doigt dessus et moi-même je le sens et je me dis putain, ouais, c'est vrai. Puis des fois, c'est encore mieux parce que c'est confirmé en interview. Par Suda ou autre, quand tu mets le doigt sur quelque chose, que ce soit une influence, que ce soit une idée thématique, etc., puis que c'est confirmé ensuite, c'est encore mieux, on va dire. Et ça s'est produit 2 ou 3 fois durant la rédaction, puisqu'il y a eu quand même No More Heroes 3 qui est sorti entre le moment où j'ai commencé mes recherches, le moment où j'ai commencé à écrire, etc. Il y a No More Heroes 3 qui s'est passé, donc il y a eu beaucoup d'interviews, etc. Et vraiment la partie analyse, c'est celle dont j'étais le moins sûr parce que c'est aussi, encore une fois, une œuvre assez volumineuse. Celle de Suda, c'est quand même une 30aine de jeux, beaucoup de thématiques qui sont traitées, des thématiques parfois qui sont pas les mêmes d'un jeu à l'autre, qui se contredisent d'un jeu à l'autre, qui se poursuivent. Et ouais, c'était compliqué de tout traiter sans pouvoir forcément rentrer en profondeur dans certains jeux, en étant obligé de passer d'autres aspects sous silence, Ouais. mais en essayant de donner une clé de lecture globale de tous les jeux. Et ça me fait d'autant plus plaisir que t'aies trouvé ça cool, parce que c'était vraiment la partie où je me disais ça va être la partie la plus compliquée, comment je vais faire, et au final si ça marche, tant mieux, quoi. Et tu t'en es très très bien sorti. Il y a un aspect des jeux Grasshopper dont il faut qu'on parle, malgré tout l'amour que je leur porte, et hormis la perfection ultime qui est selon moi Killer 7, il faut reconnaître que la plupart des jeux du studio sont quand même affublés de quelques lacunes techniques.
Et je me suis souvent interrogé du coup, et on en a d'ailleurs parlé hier ou avant-hier sur Discord, si ces jeux seraient les mêmes s'il avait eu un budget conséquent, voire carrément illimité. Tu vois, enfin, est-ce que tu penses qu'on aurait apprécié tout autant Travis Strikes Again si ça avait été carrément un triple A? Honnêtement, non. À mes yeux, non. Parce que il y a des jeux, enfin, je veux dire, le rêve du budget illimité, c'est un rêve de développeur. Il y a peut-être que 3 studios actuellement qui pourraient se le permettre à mes yeux. Genre, je vais te dire Rockstar Games, Epic et Valve. Ouais. Genre vraiment, si on parle de budget vraiment illimité, quoi, parce que voilà, il y a pas 36 studios, surtout dans la conjecture actuelle où tout le monde est en train de se faire virer et de fermer autour de bras. C'est clair. Il y a pas 36 studios qui peuvent se permettre d'allonger 1 milliard pendant 8 ans pour faire un triple A ou un quadruple A. Donc le budget illimité, c'est vraiment un fantasme de développeur. Maintenant, je pense que dans le cas de Suda, ça aurait peut-être pas changé grand-chose. Ouais. Parce que le budget, il l'a eu avec Shadow of the Damned, il l'a eu avec... Alors bon, Shadow of the Damned, on va dire, il y a eu d'autres paramètres où ça s'est pas bien passé, et surtout, bon, bah, c'était aussi l'époque où ils apprenaient à utiliser l'Unreal Engine, etc. Donc il y a eu aussi cette phase d'apprentissage. Lollipop Chainsaw a eu un très très bon développement, par contre. Oui, c'est vrai. Il a eu le budget, il a eu la promo, il a eu, je sais pas si c'est toujours le cas, mais pendant longtemps c'était le jeu le plus vendu de Grasshopper. Mais il me semble que ça l'est toujours, enfin si je dis pas de conneries, je sais pas si ça a bougé avec les ressorties de Killer 7, Silver Case et avec No More Heroes 3, mais voilà, enfin, ça a toujours juste pendant au moins 10 ans, on va dire, ça a été le plus gros succès de Grasshopper. Donc ils ont eu le budget, ils ont eu la promo, ils ont eu les producteurs qu'il fallait pour faire le jeu qu'ils voulaient, tout ça. Ça n'a pas forcément changé grand-chose. Ouais, non, c'est vrai. Mais surtout, pour moi, ça changerait sur certains jeux où il y avait besoin d'une rallonge de fric, où il y avait besoin d'une rallonge de temps, il y a besoin d'une rallonge de moyens pour faire autre chose. Bon, bah, typiquement, l'open world de No More Heroes. Ouais, c'est clair. On sait qu'ils voulaient faire davantage, mais qu'ils n'ont pas pu. Pareil pour No More Heroes 3, hein, on sait qu'il y a eu d'énormes trucs qui ont été coupés. Et qu'on voit encore sur la map. Qu'on voit sur la map. Pas juste à cause du budget, mais à cause du Covid, à cause de tout ça. Pour ces jeux-là, je pense qu'une petite rallonge de fric aurait pas été du luxe. Après, bon, c'est jamais qu'une question de thunes, c'est aussi une question de moyens humains. Les développeurs, bon bah voilà, on peut pas les user jusqu'à la mort, hein, c'est pas le but. Ils sont aussi limités par leurs propres capacités. Il y a tout un tas de paramètres, parfois ça se passe juste pas bien parce que le développement se passe pas bien. Et autant pour No More Heroes ou même Flower Sun and Rain, parce qu'on sait qu'à l'époque, même si les développeurs avaient du mal à comprendre ce que Suda voulait, etc., bon, c'était encore le début des open world, il y avait aussi ce côté où le fric venait à manquer et il fallait bouger vite. Et juste, il savait pas trop vers quoi se diriger. Donc on sait que le jeu a été largement coupé, c'est pour ça que moi personnellement, plus que Killer 8 ou Shadow of the Damned Director's Cut, j'aimerais vraiment une version de Flower Sun and Rain telle que Suda l'avait envisagé à l'époque. Oh, ce serait incroyable. Je kifferais vraiment. Mais voilà, pour ces jeux-là, je pense que ça changerait un peu la donne, ouais. Mais pour des jeux comme Travis Strikes Again, franchement, non. Ça changerait pas grand-chose à mes yeux, je pense. Parce que Travis Strikes Again, il aurait pu le faire avec une plus grosse équipe. Il aurait pu le faire, il avait pas forcément de plus de moyens, mais il avait les moyens d'avoir plus de choses dedans. Et il tenait à faire un jeu au scope réduit qui ressemble à un jeu indé. Il tenait à faire un jeu en tout petit comité comme à ses débuts. Et sans ces contraintes, sans ces limites, bah, il n'y aurait pas tous les artistes musicaux qu'il y a dedans qui apportent à ce qui est à mes yeux probablement la meilleure bande-son de Grasshopper. Ouais, on est totalement d'accord. Il n'y aurait pas cette patte graphique, il n'y aurait pas ce sens de l'hommage très personnel, il n'y aurait pas ce discours intimiste de Travis Strikes Again, parce que dans un jeu plus gros, il n'aurait pas pu se permettre d'en dire autant. Ouais. Et je pense que c'est important justement d'avoir bien conscience que le scope définit aussi le contenu du jeu, qu'il y a des développeurs comme Kojima, encore une fois,
on peut pas parler d'industrie du jeu vidéo japonais sans parler de Kojima, mais Kojima, quand il est parti de chez Konami, il aurait pu faire comme Suda, partir avec 20-25 développeurs et faire un tout petit jeu, comme beaucoup de développeurs japonais indés font. Ouais. Faire un tout petit studio, des jeux plus petits, plus modestes, etc. Mais non, il voulait la lumière, puis surtout il voulait les studios de Sony pour enregistrer, pour la mocap. Il voulait Norman Reedus, il voulait un casting 5 étoiles, il voulait tout ça. Il voulait le fric. Ouais. Suda, c'est pas son cas, et c'est important de réaliser que à un moment, s'il fait des petits jeux, c'est parce qu'il veut faire des petits jeux, quoi. S'il veut faire des gros jeux, bon bah comme No More Heroes 3 est plus ambitieux, alors No More Heroes 3 a été freiné par ses contraintes, mais il est quand même plus ambitieux que Travis Strikes Again, bah il l'a fait aussi. Mais pour des jeux comme Short Police, on en revient à son côté libre, voilà, le côté. Je pense pas que ça aurait changé grand chose vraiment. Et je pense même que pour lui c'est une libération justement. Après Let It Die, après Killer is Dead, après même pendant toute cette phase-là, il est jamais resté inactif. Pendant que Let It Die et Killer is Dead se faisaient, il était en train de bosser sur Short Peace, sur Liberation Maiden. Ouais. Il y avait d'autres développeurs qui bossaient sur Diabolical Pitch et sur Black Knight Sword. Il a toujours eu cette volonté de pouvoir faire beaucoup avec peu. Ouais. Et c'est important de le garder à l'esprit parce que vraiment, tu peux avoir des limites budgétaires, mais à partir du moment où tu restes petit dans ta manière de fonctionner, bah t'auras toujours assez, quoi. Ouais, bah, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. J'aime beaucoup ta réponse. On approche de l'heure, donc je vais me rapprocher un peu de la fin, mais j'en ai parlé dès le départ. On sort un petit peu du bouquin, mais je suis obligé de te poser la question puisque c'est d'actualité. Donc Grasshopper avait été racheté entre guillemets par NetEase. Voilà, NetEase qui a fait des annonces un petit peu houleuses, moi en ce qui me concerne. Comment tu vois l'avenir de Grasshopper, donc avec toutes les news qui viennent de tomber. Donc on parle de coupes budgétaires. Pour les plus pessimistes, carrément de fermeture de studio. Je pense à Uka Studio qui avait fermé. Je crois que l'annonce avait été faite le jour même ou la veille de la sortie du jeu. Enfin, c'était un truc totalement lunaire. Comment tu vois l'avenir de Grasshopper Manufacture ? Bah, ça va être compliqué, hein, clairement, je pense. Ouais. Après, c'est pas la première fois que c'est compliqué pour Grasshopper. Non, c'est clair. Donc bon bah là-dessus je peux que espérer et souhaiter le meilleur. Ça tombe un peu au pire moment aussi parce que on est dans cet entre-deux où ils ont signé on est en 2025, ça fait quoi, 4 ans, ouais, c'est ça. 6 ans, c'était 2021 je crois. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Donc ils ont signé à l'époque et Suda avait annoncé en plus des remasters, du remaster de Shadow of the Damned, il avait annoncé de nouvelles IP. Ouais, pas qu'une seule, quoi. Il avait annoncé, je crois qu'il parlait de 3 nouvelles IP sur les 10 prochaines années avec NetEase. Ouais. Donc ça tombe un peu au plus mauvais moment où ils ont pu sortir le remaster, mais ils ont encore rien annoncé officiellement d'autres. Ouais. J'espère que ça va aller pour eux. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas, est-ce qu'ils vont trouver encore un autre éditeur pour les racheter, pour mettre du fric dans leur prod, ou est-ce qu'ils vont repartir en full indé, ça je sais mais après je vois pas Grasshopper mourir. Non, moi non plus je pense pas. Voilà, là on n'est pas dans une situation où ils sont précaires et ils doivent mettre la clé sous la porte. On est dans une situation où un peu comme à l'époque de Silver Case et Flower Sun and Rain en fait. Ouais. On est dans cette situation où ils sont en train de développer un nouveau jeu et d'un coup l'éditeur leur dit y a plus de fric, vous finissez le jeu et puis on arrête là, quoi. Et bon à l'époque ça a été compliqué de rebondir, mais ils ont réussi. La conjecture actuelle est tout aussi compliquée avec des enjeux beaucoup plus grands, mais je les vois pas fermés vraiment. De toute façon, après voilà, c'est Suda, pour moi c'est un peu comme Kojima, encore une fois, il aura toujours du taf. Oui, voilà, il va rebondir. Après, je pense à lui, même à toute son équipe, quoi. Ouais, mais après, pour le coup, je pense pas que son équipe
ira ailleurs qu'avec lui non plus. Ouais. Parce que c'est aussi une de ses qualités, c'est que même si il y a toujours du nouveau sang dans l'équipe, même s'il y a toujours des jeunes, etc., il y a aussi un noyau qui est là depuis 20 ans. Ouais. Et c'est des gens de confiance. Encore une fois, je parle de Nobuto Kaichiki. C'est vraiment des gens qui sont là avec lui depuis Flower Sun and Rain, depuis Killer 7, depuis No More Heroes. Et je les vois pas aller ailleurs, pour le coup. Ça va être compliqué, ça c'est certain, mais pour l'instant, on voit bien que ça l'est pour tout le monde dans l'industrie. Ouais, c'est la catastrophe. Là, c'est ça, c'est vraiment une catastrophe depuis 3 ans et j'ai l'impression que ça va pas s'arrêter. Ce serait bien que les médias en parlent davantage, mais bon, il y a un peu trop de choses qui se passent. Voilà, c'est ça. C'est du jeu vidéo, c'est la 5e roue du carrosse, on le sait. Ouais. Le monde étant ce qu'il est, voilà. Ouais, bah écoute, on va croiser les doigts. Voilà, moi je croise les doigts et puis je me fais pas de soucis parce que je sais qu'il y aura toujours un lendemain pour Grasshopper. Il y aura toujours une niche pour leur jeu aussi. Clairement, puis nous on est là. Voilà, c'est ça. Il y a les fans sont là. La fanbase a jamais été aussi présente, a jamais été aussi vocale, a jamais été aussi étendue, j'ai l'impression, qu'aujourd'hui, vis-à-vis de Grasshopper. Ça, pour le coup, Lollipop Chainsaw est peut-être toujours les meilleures ventes, mais la fanbase est, à mes yeux, bien plus présente maintenant qu'elle ne l'était à l'époque. Ouais, puis c'est vraiment international, parce que pour refaire une parenthèse sur ton bouquin, il suffit de voir la réaction qu'ont eu les gens en fait quand Sword a annoncé la sortie du livre. Il y a plein de gens qui demandent une trad en anglais. Ouais. Et il y aura une trad en anglais, normalement c'est planifié, c'est prévu. Très bien, super, belle annonce, en exclu. je sais pas quand, mais je sais qu'elle est dans les starting blocks. Ok, c'est cool, super nouvelle. On va finir quand même sur 2 questions un peu plus positives quand même, histoire de... alors, question simple, ton jeu préféré du studio Grasshopper, si tu devais en garder un seul. Tu dis simple, déjà c'est pas simple. Mais si, c'est simple, il y en a un qui est évident. ouais, je sais quelle réponse t'attends. Non, je vais dire Travis Strikes Again. D'accord, ok, alors je m'y attendais pas du tout. Ouais, je sais. Okay. Alors non, je veux dire Killer 7 c'était mon premier. C'est un jeu de cœur, c'est une masterclass absolue bien sûr. C'est le jeu qui a montré qu'on pouvait faire des jeux d'auteur avec des budgets moyens. Ouais. C'est le jeu qui a redistribué les cartes de la narration du jeu vidéo aussi, de ce qu'il était possible de faire. C'est un achievement. C'est probablement à mes yeux le plus grand achievement de Suda de sa carrière. Ah clairement, c'est sûr et certain. Ouais. Mais Travis Strikes Again parle davantage aux joueurs que je suis aujourd'hui. J'ai été davantage touché par ce qu'il racontait. J'ai été davantage pris par sa bande-son. La bande-son, incroyable. J'ai été surpris aussi parce que c'est un tout petit jeu et j'attendais pas qu'avec un jeu de ce scope-là aussi réduit, il se lâche autant sur l'aspect méta et sur l'aspect biographique en fait. Et non, vraiment, pour moi, c'est Travis Strikes Again. Voilà. Ouais, je comprends. Ma seule différence pour moi, c'est qu'en fait, je prends beaucoup de plaisir à rejouer à Killer 7. C'est-à-dire manette en main, le gameplay, aussi sommaire soit-il, malgré tout, fallait y penser, ce côté rail shooter, etc. Là où je prends moins de plaisir à jouer à Travis Strikes Again qu'un gameplay un peu plus classique, quoi. C'est hack and slash, t'avances, tu tapes. Ouais, par contre, c'est du rétro, par contre, j'adore tout ce que t'as dit, tout le côté méta, tout le... j'ai plus en fait, c'est ça, c'est... Killer 7, je peux le relancer vraiment... je peux y jouer tout le temps, il n'y a pas de problème. Je kifferai toujours, comme beaucoup de jeux de Suda. Il y a très très peu de jeux de Suda ou de jeux de Grasshopper auxquels je soupire quand je vais y rejouer. Genre Michigan, je suis pas fan. Non, moi non plus. Contact, je suis pas ouvertement fan, mais c'est plus parce que je suis pas fan des jeux style Diablo, etc. à la base. Ouais. Même si je suis totalement charmé par les jeux de Ueda. Il y a d'autres jeux, je pense notamment à Blood Plus, où pareil, je suis pas spécialement fan parce que je trouve qu'ils ont fait mieux après. Ouais.
mais Killer 7, je peux le relancer n'importe quand. Lollipop Chainsaw, je peux le relancer n'importe quand. Les No More Heroes, évidemment, je peux les relancer n'importe quand. Short Piece, pareil. Travis Strikes Again, il a ce petit truc où pour moi le relancer, c'est vraiment comme rebrancher le Mega Drive. Ouais, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Il a ce côté vraiment arcade à l'ancienne, ce côté un peu à la Super Smash TV, un peu à la Street of Rage, où genre quand tu joues, tu bouges la tête en même temps parce qu'il y a la musique, et tu peux le relancer genre 10 minutes, faire juste un niveau, et c'est cool. Et puis en plus sur Switch, c'était vraiment le jeu nomade idéal. Ouais, c'est clair. Et non, vraiment, ouais, voilà, pour moi, il reste... c'est dans ce sens-là, vraiment, puis ça correspond davantage à ce à quoi je joue. À mon âge. Je suis beaucoup moins dans les expériences longues, solo, narratives, etc. Ah, on a moins de temps. Hein. On a moins de temps, puis moins de patience aussi en ce qui me concerne sur certaines productions. Du coup, voilà, un truc qui te tabasse un peu plus avec une bonne musique et tout, ça me branche davantage. Ouais, ça fait le taf, quoi. C'est ça. Et je finirai avec la toute dernière question pour conclure. Qu'est-ce que tu attends pour leur prochain titre ? Alors, du peu que le grand public a vu, parce que franchement ils ont rien dévoilé. J'ai eu la chance de pouvoir visiter le studio il y a 1 an, quasi jour pour jour, et d'en voir un petit peu plus que le grand public. mais qu'est-ce que t'attendrais, voilà, toi, pour leur prochain titre ? Qu'est-ce que tu voudrais en tout cas ? On a déjà parlé des remakes, remasters, voilà, Flower Sun Rain, tout ça. Je sais que Suda avait parlé d'une version VR de Silver Case à une époque. Ouais. Ça pour le coup, ça m'intéresserait pas plus que ça. Kurayami, ça reste un fantasme, hein, bien sûr. Ouais. Non, ce que j'aimerais, c'est peut-être un jeu justement plus proche de Flower Sun Rain, pas forcément un remake de Flower Sun Rain, mais un jeu qui est plus proche de ça en termes de narration, en termes de design, en termes de... Enfin, qui reviennent un peu à un jeu, moins de jeux d'action, genre parce que, enfin voilà, on a eu No More Heroes 3, on a eu Travis Strikes Again, on a eu 10 ans de jeux d'action, souvent au sabre, ou aux tronçonneuses ou autres. Leurs jeux paisibles plus récents, c'est des remasters de Silver Case, 25th Sword, tout ça. Et du coup, j'aimerais bien voir, pas forcément juste pour l'écriture de Suda, mais au moins peut-être un jeu d'enquête, je vais pas dire Deadly Premonition, mais dans cette vibe-là, on va dire, sans moins le côté plagiat à Twin Peaks. Mais ouais, voilà, si c'est pas un remake de Flower Sun Rain, on va dire un jeu qui au moins a cet ADN, qui revienne à quelque chose de plus posé, où l'histoire est un peu plus présente, où l'univers est un peu plus mystérieux, et mais qui est quand même cet aspect très punchy, parce que ce qui fait le Grasshopper d'aujourd'hui, c'est aussi sa qualité de chara-design, sa direction artistique. Moi j'ai vraiment l'habitude de dire qu'on n'a jamais vu de meilleur boss que dans les jeux Grasshopper, et si je faisais un top de mes boss préférés, il y aurait que des jeux Grasshopper dedans, parce que les boss sont incroyables. Les chara-design sont fantastiques, les combats sont fantastiques, les musiques sont fantastiques. Donc un jeu qui conserve cet aspect vraiment punchy dans la direction artistique, dans la manière d'écrire même les antagonistes, dans la manière de les mettre en scène surtout, parce que c'est hyper important, mais qui est ce côté vraiment plus feutré et plus éthéré, plus onirique de Flower Sun Rain. Ok. Bon, je ne dirai rien, en tout cas. Et c'est très frustrant, d'ailleurs. J'ai l'interdiction formelle de ne rien révéler. Je vais un peu ronger ton frein, ouais. Ouais, mais bon, j'espère qu'on pourra bientôt en parler, et je pourrai dire, mais ça, je l'avais vu avant tout le monde, quoi. J'espère aussi, parce que ça commence à faire longtemps aussi. Ça fait long, là. Mine de rien. Ouais. Ouais, c'est clair. Bah écoute, on a dépassé les 1 heure, je pense, là, d'interview. Ouais. Merci tout plein, franchement, merci infiniment, c'était un grand plaisir. Donc je rappelle que l'œuvre de Suda51, donc Punk, Suplex et jeux vidéo, donc sortira le 13 mars. Ouais. Je pense que l'interview sortira le jour de la sortie du bouquin. Ok. Voilà, je vais voir ce qu'il en est avec les Mikami de chez Sword, de ce qui
quoi, de ce qui est décidé. Et j'en profite, chers auditeurs, pour vous annoncer qu'il y aura un bouquin à faire gagner. Voilà, je prépare un petit concours pour gagner ce magnifique livre qui est formidablement bien écrit. Donc vraiment, j'invite tout le monde à le lire, que vous soyez néophyte ou hardcore gamer, fan absolu du studio. C'est super bien fichu. Et en plus, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais incroyable, la couve par Black Belt Jones, Oui, qui est quand même voilà le gars qui est à l'origine de toutes les décorations murales en fait du Yabukeli Studio, donc qui est le studio actuel en fait de chez Grasshopper. Et donc ça aussi c'est vraiment la classe. Je suis trop content, voilà, il trône fièrement dans ma bibliothèque ce bouquin. Et pour finir d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on l'aborde maintenant, mais est-ce que tu peux rapidement, brièvement nous dire comment ça s'est passé justement pour cette collab avec BBG? À la base, c'était pour la collaboration avec BBC qu'on a contacté Grasshopper Ouais, d'accord. pour avoir une couverture de lui. Ouais. Et puis de fil en aiguille, quand ils ont appris qu'on bossait sur ce projet-là, il y a eu des interviews qui ont été mises en place, etc. Donc en fait c'est de là que c'est parti, mais à la base on voulait vraiment que Kojiro Kondo bosse sur la couverture du livre. Et voilà, c'est de là que c'est parti tout simplement. D'accord. Et j'en profite aussi pour parler de l'édition First Print, de la seconde couverture. Tout à fait. Que je trouve magnifique également, qui a été fait par un artiste qui s'appelle Johnny Caballero, que vous pouvez retrouver un peu partout sur internet, sur Instagram, etc. Qui fait que je trouve vraiment ses arts magnifiques. Ouais. Et pour le coup, celle de cette édition First Print avec Travis en rouge, avec l'impact de verre brisé autour et tout, je la trouve aussi vraiment incroyable. Je kiffe ces deux covers. Et d'ailleurs, l'édition First Print est réversible. Il y a à la fois la couverture. Et l'édition First Print est réversible, ouais, carrément. La couve originale et la couve avec cet excellent Travis. Autant Black Belt Jones que Johnny Caballero, ils ont vraiment fait un taf incroyable. Ouais. Et c'est plus que ce que j'en attendais, clairement, c'est ouf. Ouais. Non, c'est le bouquin qu'il faut avoir en ce début d'année, clairement. En tout cas, merci infiniment, merci tout plein. Merci à toi. Et puis je souhaite un maximum de succès avec ce bouquin. Et puis de toute façon, on sera là pour le pousser à fond. Merci. Yes, merci tout plein. Salut. Ciao.